Bon, salut tout le monde et bienvenue sur TS Energy and Automation. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire clignoter une lettre dans Proteus via le Pixel F84 et ceci à partir d'un code assembleur. Là, nous ouvrons donc notre IDE de programmation MPLAB. Ok. Bon, une fois à l'intérieur, étant donné que notre code avait déjà été édité, question de gagner un peu de temps, nous allons essayer d'ouvrir ce code. Maintenant, Open. Ok, nous avons là clignotant red.asm. Double-cliquons dessus et nous ouvrons. D'accord. Voilà en quelque sorte le bloc de code qui va nous permettre de faire clignoter cette lampe dans Proteus à partir du CSF84. Déjà, dans MPLAB, lorsque nous entrons, il faut toujours se rassurer que c'est le type de pic dont l'on souhaite programmer qui se trouve ici. Dans notre cas, c'est le Pixel F84, c'est pour ça que vous voyez la Pixel F84. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement venir là dans Configuration, dans Configuration, vous tapez Select Device. Vous avez là Pixel F84, vous modifiez et vous validez sur OK, comme nous l'avons déjà. OK. Maintenant, notre bloc de code est constitué de plusieurs parties, à savoir une partie déclarative. C'est toute cette partie-ci qui représente la partie déclarative de notre code. Nous voyons la liste. Donc, liste, en fait, représente cette partie déclarative qui permet de déclarer le type de microcontrôleur utilisé, comme nous voyons là, PCSF84A. Par la suite, nous avons la configuration de l'oscillateur. Vous avez XT, OSC, oui, ça c'est la configuration de l'oscillateur, le watchdog. Et ici, nous avons le délai de démarrage de notre microcontrôleur. Raison pour laquelle nous avons honte. Nous avons honte parce que notre microcontrôleur a besoin d'un délai au démarrage pour se stabiliser d'abord afin de lancer avec la lecture des instructions. Par la suite, nous avons fait appel à notre registre de temporisation. Ici, nous avons le compte 1 et le compte 2. Donc, nous les avons là. Et ensuite, notre microcontrôleur au démarrage doit tout d'abord se fixer à une adresse. On appelle ça l'adresse d'initialisation. Donc, une fois démarré, ce dernier doit d'abord se fixer à une adresse qui est le 0000. Par exemple, nous utilisons l'instruction ORG pour fixer ce dernier à l'adresse 000. Et ensuite, le goto va tout simplement nous permettre qu'après fixation à cette adresse de 000, notre microcontrôleur doit commencer la lecture des instructions à partir d'ici. Donc le goto va faire en sorte que l'on se branche à init et commencer donc à lire ces instructions-ci. À ce niveau donc, remarquons que l'on a utilisé le registre status, qui est un registre qui permet de faire un déplacement d'un banc à l'autre, étant donné que notre microcontrôleur est constitué de deux bancs, à savoir le banc 0 et le banc 1. Maintenant, afin de se déplacer entre ces deux bancs, déjà, on a besoin du bit RP0 du registre status, car lorsque ce bit est à 1, lorsqu'on charge ce bit à 1, cela nous permet de passer au banc 1. Et lorsque l'on charge ce bit à 0, cela nous permet de revenir par exemple au banc 0. Maintenant, pourquoi tout ce changement de banc? Déjà parce que, afin de mener à bien notre programmation, afin d'initialiser les broches ou bien le port du microcontrôleur, on a donc besoin, afin d'initialiser ces ports, on a d'abord besoin de sélectionner les ports. Et pour sélectionner les ports, on a besoin de trice B, si c'est le port B que l'on veut sélectionner, et de trice A, si c'est le port A que l'on veut sélectionner. Et aussi, le trice A et trice B se trouvent au banc 1, tandis que le port A et port B se trouvent au banc 0. C'est pour cette raison que nous avons à partir de l'instruction BSF essayé de charger
BSF qui signifie mettre le registre à 1 ou alors le bit du registre status à 1. Nous l'avons donc chargé à 1 pour aller au banc 1 et essayer de travailler maintenant sur trice B. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas la possibilité d'utiliser le trice B. Ou alors on va mettre dans notre programme, ce sera affiché, mais sauf que le code doit bugger. Maintenant, ici, nous avons clear tous les ports B. Clear tous les ports B, ça veut dire qu'on a initialisé tous les ports B à 0, 0, 0, qui signifie programmer le port en sortie. Car en assembleur, 0, c'est la programmation en sortie et 1, c'est la programmation en entrée. Par la suite, afin de pouvoir utiliser le port B ou le port A, n'importe quel port dans la suite du programme, il est donc nécessaire de revenir au banc 0 afin de lancer avec le corps du programme à partir de main. C'est pour cette raison que l'on utilise l'instruction BCF qui signifie mettre à 0 le port RP0 du registre status pour pouvoir revenir au banc 0 afin de travailler normalement avec port B comme vous voyez à ce niveau-ci. Là maintenant nous entrons dans le main, dans le corps du programme même. À ce niveau, vous voyez bien qu'on a encore réutilisé BSF pour charger le port B à 1 afin qu'une impulsion ou alors une tension d'environ 5 volts, qui est donc la tension que peut émettre le microcontrôleur sur ses broches, d'environ 5 volts puisse être présente sur la broche B, sur les broches B. Mais là, on a une spécification. Le 0, ça signifie que c'est la broche RB0. Bon, c'est la broche B0 que l'on est en train d'utiliser. Parce que si l'on change là, on met 1, cela signifie qu'on va utiliser la broche RB. On va utiliser la broche RB1. Maintenant, après avoir chargé 1 au niveau de la broche RB0, cela signifie que notre LED étant connecté à ce niveau, nous allons donc avoir étant connecté à ce niveau, lorsque le microcontrôleur doit envoyer les 5 volts, ça va pouvoir alimenter notre lampe. Nous appelons maintenant donc le delay à ce niveau-ci, call delay. Nous appelons le delay. Voici ce delay. Le delay a été fait à ce niveau. Nous l'appelons donc dans le corps du programme afin de réaliser, afin que la LED puisse clignoter. Vu que le projet s'est fait clignoter une LED, afin que la LED puisse clignoter, nous appelons donc le temps, le délai que nous accordons au allumer, et éteindre. Ok. Par la suite, nous utilisons BCF pour éteindre la LED pendant le même temps et le goTo main nous permet de boucler, c'est-à-dire de tourner en boucle, de lancer cette boucle de manière infinie. Donc, lorsque toutes ces instructions vont être exécutées jusqu'à goTo, ça va revenir à main au fur et à mesure, faire tourner en boucle jusqu'à l'infini. Maintenant, parlons de nos delete. Déjà, à ce niveau, on utilise move LW pour charger cette valeur-ci dans l'accumulateur du microcontrôleur. Donc, on charge cette valeur dans l'accumulateur du microcontrôleur. Pourquoi on le fait? Parce que, afin d'exploiter une valeur dans un programme assembleur qui sera plus tard injecté dans notre microcontrôleur, il est d'abord nécessaire de charger cette valeur-là dans l'accumulateur qui est un registre de travail. Une fois chargé, nous allons donc utiliser move WF pour transmettre cette valeur-là dans compte 1 afin de décrémenter ces valeurs-là. La décrémentation de cette valeur va tout simplement permettre au microcontrôleur de tourner sans pouvoir exécuter aucune action, c'est-à-dire tourner sans que l'on ne voie aucune action exécutée. Donc, ceci dans l'optique de créer le délai. Par la suite, nous allons utiliser encore move LW et move WF pour charger encore la même valeur dans compte de 2. Pourquoi est-ce qu'on le fait à 2 fois? Tout simplement parce que ici, on aurait pu par exemple charger une valeur supérieure à 255. Mais étant donné que les registres fonctionnent sur 8 bits, c'est-à-dire 2 à la puissance 8 qui donne exactement 255. Donc, si l'on a besoin d'une temporisation un peu plus longue, on est plus obligé d'utiliser plusieurs registres de temporisation pour pouvoir atteindre le niveau de delay dont on a besoin.
Maintenant, ici, on aura donc la décrémentation. On aura la décrémentation de compte 2 d'abord. Une fois compte 2 décrémenté complètement, l'on saute l'instruction goto pour venir décrémenter aussi compte 1. Maintenant, dans ce cas, si compte 1 représente la temporisation externe et compte 2 la temporisation interne, tout simplement parce que compte 2 se décrémente d'abord. C'est une fois la décrémentation de compte 2 terminée qu'on revient décrémenter compte 1. Si on voulait augmenter notre temps de délai, on devait créer par exemple un compte 3 qui, après la décrémentation de compte 1, si on devait revenir décrémenter compte 3, ainsi de suite pour augmenter notre délai. Déjà, nous allons réaliser une vidéo pour travailler uniquement sur la temporisation en assembleur. Ok, pour la suite, nous allons donc poursuivre avec la simulation en Proteus. Nous ouvrons donc notre logiciel. Ici, nous venons sur New Project. Double-cliquons dessus. On nous demande par exemple d'entrer un nom. Nous allons entrer un nom. Vous pouvez mettre par exemple clignotant LED. Oui, nous pouvons mettre clignotant LED par exemple. Ouais, comme cela. Ainsi de suite. Next. Next. Finish. Ok. Ok. À ce niveau-ci, nous allons essayer de chercher les différents composants qui vont nous aider dans la conception du projet. Nous venons donc ici, AP. Nous essayons d'abord de trouver notre microcontrôleur qui est l'élément principal en fait. Donc nous venons là, PIC 16F84A. Oui, nous l'avons. Nous double-cliquons. Nous venons chercher la LED. Une LED. On peut prendre une LED rouge, LED red. Ok, nous l'avons. Nous venons chercher la résistance de protection. Résistance. Oh, désolé, c'est résistor. Ok, résistor. Par la suite, nous venons chercher le quartz, le séquenceur de fréquence. Le quartz, ok. Nous l'avons. Nous cherchons aussi les capacités condensateurs. Non, capacité, ouais. D'accord. Nous venons aussi, je pense qu'à ce niveau, bon, nous aurons aussi besoin d'une alimentation 5 volts. 5 volts, on va prendre batterie. Nous prenons cette batterie. D'accord. Ok, tous les éléments ainsi sélectionnés. Nous lançons donc avec la conception. Nous venons là, nous prenons d'abord notre microcontrôleur, nous chargeons. Ici, nous venons par la suite chercher la batterie. Nous mettons là. Nous prenons notre quartz. Nous la mettons là. Ok, c'est bon. Importer notre LED. Nous mettons là. Nous prenons donc notre quartz. Mettons là. Ok. Capacité. Nous aurons donc besoin de 2 condensateurs. Ok. Et notre résistance. Une de ce côté. Et l'autre ici pour protéger notre LED. Maintenant, au niveau déjà du quartz, au niveau du quartz déjà, nous allons relier les deux extrémités du quartz à la broche 16 et 15, où nous voyons OSC et OSC 1 et OSC 2. Nous allons donc brancher le quartz à ces deux extrémités-là. Nous allons faire ôter. Venons ici.
Et là. Bon, afin d'éviter une coïncidence tout à l'heure, nous allons ok, d'accord, c'est mieux. Maintenant, nous allons raccorder les deux condensateurs. Ce condensateur, en fait, est de le quartz. Étant donné que ce dernier vibre de manière mécanique, ces deux condensateurs vont aider le quartz à stabiliser la fréquence d'horloge. Donc, nous allons donc raccorder ces deux condensateurs aux deux extrémités du quartz. Ok. Ok. Et les deux extrémités de chaque condensateur, nous allons les raccorder au GND, c'est-à-dire à la masse. D'accord. On fait roter. D'accord. Ok. Ici à l'entrée MCLR, qui est l'entrée recette de notre microcontrôleur. C'est-à-dire ce dernier étant à 0. Lorsque ce dernier est à 0, c'est là où cette bouche s'active pour pouvoir réinitialiser le microcontrôleur. Et donc ramener le microcontrôleur à l'adresse 000 pour recommencer la lecture. Et là, nous comprenons directement que si ce dernier reste toujours à 0, il va toujours ramener le microcontrôleur à l'état initial, ce qui ne sera pas normal pour le fonctionnement de notre projet, raison pour laquelle il serait donc nécessaire pour nous d'injecter à cette entrée-là une tension de 5 volts pour garder cette entrée à l'état haut, étant donné que à l'état haut, cette entrée reste désactivée. Donc, nous allons charger un 5 volts. Oh, petit dérangement. Donc, nous allons raccorder. Ok. D'accord. Ici, nous allons régler ce dernier à 5 volts. Parce que 5 volts, c'est la tension que peut accepter notre microcontrôleur. 5 volts. Et là, nous allons raccorder à la masse. Nous allons donc mettre le GND à ce niveau. Ok. Aussi, nous allons régler les capacités de nos deux condensateurs. Parce que, étant donné que la plupart des microcontrôleurs fonctionnent sur 4 MHz, il est donc nécessaire de maintenir la capacité de ces deux condensateurs à environ 18 pour la plus petite valeur et 22 pour la valeur maximale. Donc ici, nous allons mettre 22 picofarad. Picofarad. Pareil pour ici. Nous aurons 22 picofarad. Picofarad, ok. Ok, de l'autre côté, nous allons raccorder notre LED à la broche RB0 qui est cette broche-ci. Parce que dans notre programme, ici, ce sont ces zéros-ci, ces deux qui nous permettent en fait de raccorder notre lampe à RB0. Donc, nous revenons, nous raccordons à RB0. Ok. Et mettons notre GND. Ok. La conception étant... Non, on n'a pas terminé. Déjà, on doit régler aussi cette
valeur de la résistance. On va mettre à 220. D'accord. La conception étant donc terminée, nous allons essayer de charger notre programme déjà converti en fichier HES acceptable par Proteus dans notre microcontrôleur afin de voir ensemble le fonctionnement de la LED. Donc nous double-cliquons sur notre microcontrôleur. Nous venons ici. Nous entrons dans MPLAB. Oui, MPLAB. Ok, nous avons là clignotant LED.x. Nous double-cliquons dessus pour charger. Aussi, la fréquence de notre oscillateur, on maintient à 4 MHz. On active ici, on active et on clique sur OK. Nous lançons donc avec la simulation. Là, nous voyons que notre LED est en train de clignoter, c'est vrai, avec une fréquence un peu élevée. Mais dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de travailler uniquement sur le phénomène de temporisation. C'est-à-dire, faire clignoter cette LED avec un délai peut-être d'1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Essayer d'expliquer comment travailler, comment est-ce que la temporisation dépend, par exemple, de la fréquence d'horloge. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des incompréhensions, vous pouvez revenir en commentaire et dans la prochaine vidéo, on va tout simplement essayer de régler ces incompréhensions.